Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité de Beitzad, Daf Yud Gimel Amud Bet, 13b, nous sommes à la 13e ligne. On a déjà appris dans le passé que lorsqu'un juif, un Israël, un juif ordinaire, il a des produits agricoles, il doit prélever une partie pour en donner au Kohen, puis prélever une partie et en donner au Lévi. La partie que le Israël, le juif ordinaire, doit prélever de ses produits agricoles pour donner au Kohen, de la Torah ne dit pas exactement c'est combien, mais les sages ont institué que ça va être environ un cinquantième. Par exemple, si le Yisraël, le juif ordinaire, il a 100 kilos de produits agricoles, il va prélever 2 kilos pour donner au Kohen, vu que c'est un cinquantième sur 100, c'est 2. Puis après, une fois qu'il a prélevé ces 2 kilos, il les a donnés au Kohen, il lui reste 98 kilos. Qu'est-ce qu'il va faire de ces 98 kilos? Il va prendre le Maaser Rishon, le premier Maaser qui est donné à Monsieur Lévi. Donc Monsieur Israël, il va donner à Monsieur Lévi le Maaser, le 10% de 98 kilos, qui correspond à 9 kilos 800. Puis, après, lorsque Monsieur Lévy a reçu ces 9 kg 800, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever 980 grammes pour le donner à Monsieur Cohen. Donc le Cohen, il reçoit deux fois la terouma. Une fois, il reçoit de Monsieur Israël, du juif ordinaire. Une deuxième fois, il reçoit de Monsieur Lévy. La première fois, il reçoit un cinquantième. La deuxième fois, il reçoit un dixième de ce que le Lévy il a reçu. Les deux dîme que le Kohen reçoit s'appelle Teruma. Jusque la première s'appelle Teruma Gdola, la grande Teruma, donc que le Israël donne à Monsieur Cohen. Et après, celle que le Lévi donne à Monsieur Cohen s'appelle la Terumat Maaser. Dans la Torah, ça s'appelle Maaser Mina Maaser, le dixième du dixième. En effet, le Lévi il a reçu 10% du Israël et il donne 10% au Cohen. Encore une chose, il faut savoir que la Torah, elle dit que les choses doivent être faites dans l'ordre. Que d'abord, il y a M. Cohen qui reçoit sa part, et après, M. Lévy va recevoir sa part. Encore une autre chose, on a déjà appris que quand est-ce que les produits agricoles, on doit prélever, ils sont assujettis à la terouma, le maaser, c'est une fois que le travail, la procédure a été finie. Chaque produit agricole en fonction de son état. Et même dans le blé, ça peut être différent, dans l'orge, ça peut être différent, etc., comme on a déjà appris dans le passé. Mais de manière générale, c'est une fois que ça va être un cri, donc kaf, resh, yud, c'est-à-dire qu'il a fait un tas. Quand il en a fait un tas de ces céréales, eh bien à ce moment-là, c'est que le travail il a été fini. Il a déjà foulé ou battu, c'est le même mot, foulé, battu. Dans le cours précédent, j'ai employé le mot foulé, je vais employer le mot battu, pour certains c'est plus facile. Le mot battre, donc c'est grains de blé. L'idée de battre les grains de blé, c'est parce qu'autour du grain, il y a une balle, il faut la séparer. Donc la première étape, c'est lorsqu'on foule, lorsqu'on bat, on la sépare, mais quand on l'a séparée, donc elle est encore collée, elle est encore collée, elle est décollée en vérité, mais encore dessus le grain, et après on va vanner, on va la lancer, et lorsqu'on lance, donc il y a le grain qui va vers le haut avec la balle, le grain retombe sur place et la balle va aller sur le côté, et comme ça on a un tas de grains, et après ce tas de grains, on va le lisser. Donc là, il y a le gmar mlacha, on a fini donc le travail. Maintenant, à savoir que tant qu'on n'a pas fait le gmar mlacha, on n'est pas arrivé au dernier la dernière étape du processus, on a le droit de manger achilataraï, on a le droit d'en grignoter sans avoir prélevé le maaser. Par contre, une fois qu'on a fini gmar mlacha, on n'a plus le droit d'en grignoter sans avoir prélevé le maaser. Évidemment, faire un repas, ça c'est interdit quoi qu'il arrive, même si c'est pas arrivé encore dans la dernière étape c'est pas Gmar Mlacha. Maintenant sur le texte 13e ligne, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Maaser Rishon sheikdivu beshibolim. Le Maaser Rishon dont le prélèvement a devancé celui de la terouma alors que le grain était encore dans l'épi. Donc il y a deux choses ici. Premièrement, le grain était encore dans l'épi, donc il n'y avait pas encore le devoir de donner au Kohen ou au Lévi, parce qu'il n'y avait pas encore de tas. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qui s'est passée ici, c'est que Monsieur Israël, il a donné à Monsieur Lévy 10% de ses produits agricoles, alors qu'il n'avait pas encore donné au Cohen ce qu'il devait donner. Eh bien, une fois que Monsieur Lévy a reçu, combien il a reçu sur les 100 kilos? Il a reçu 10 kilos, alors qu'en vérité, il devait recevoir seulement combien? 9,8. Il a reçu 10, donc il a reçu plus. Malgré cela, Patur Mitur Magdola, le Lévi est exempté de donner la Teru Magdola au Cohen. Il n'a pas besoin de rattraper ce que l'Israël n'a pas donné, bien qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Shenemar, parce que la Torah dit aux Lévites que
que vous allez prélever de ce que le Yisraël vous donne, vous allez prélever la Trouma de Dieu. C'est quoi la Trouma de Dieu? C'est Maaser Mina Maaser, donc c'est le 10e du 10e. Donc c'est ça que vous devez donner à Hachem, donc au Kohen. C'est quoi? Maaser Mina Maaser, Martilecha. Ce que je t'ai dit à toi, monsieur Lévi, de donner au Kohen, c'est uniquement le Maaser Mina Maaser. C'est-à-dire que l'expression de Troumat Hachem, donc la Terouma d'Hachem, c'est quoi? C'est le Maaser Mina Maaser. On vient de te souligner que c'est que ça ce que monsieur Lévi doit donner, et non pas deux Terumot. Velo Trouma Gdola ou Troumat Maaser Mina Maaser. Pas et la Trouma Gdola que Israël n'a pas donné à monsieur Cohen, et la Troumat Maaser que toi tu dois donner. Toi tu dois donner uniquement ce que toi tu dois donner, c'est Troumat Maaser, le 10e de ce que tu as reçu. Rashi. Le Rashi, donc, il est déjà bien avancé sur la page. Donc, c'est environ la 25e ligne. Patur mi Trouma Gdola. Donc, il est exempté de donner la Trouma Gdola. Monsieur Lévi est exempté de la donner au Kohen. Shayel le Kohen liton Trouma Gdola Trila. En vérité, ce qui aurait dû se passer, c'est que monsieur Kohen aurait dû prendre d'abord la Trouma Gdola, donc les 2 kilos des 100 kilos. Sharekouya Réchit, parce que ce qui est donné au Kohen, c'est appelé Réchit, le début. Donc, c'est la première des Terumot à prendre dans le processus. Par quoi on commence? On commence à donner au Kohen. Vers Lévi Acharav, et après le Lévi. Qu'est-ce que le Lévi prend? Maaser, le Maaser, de ce qui reste après que M. Israël a donné à M. Cohen. Non, vous avez chez Nathan Maaser Trila. Ça que le Lévi, maintenant, il a pris le Maaser avant que Cohen a pris. Venim, ça il se trouve chez le Houma, Trouma Gdola Mimaso. Donc, la Trouma Gdola, la première dîme que le Israël devait prendre, n'a pas été prélevée du Maaser que le Lévi, il a reçu. Israël, et maintenant, le Israël qui a déjà donné les 10 kilos au Lévi, le Yitten le Kohen, qu'est-ce qu'il va donner au Kohen? Il va donner uniquement un cinquantième de ce qui lui reste. Il va donner maintenant uniquement un cinquantième des 90 kilos qui lui reste. Le Kohen ne va pas avoir 2 kilos, il va recevoir moins que ces 2 kilos. Il va recevoir 1 kg 800 si je ne me trompe pas. Donc, elle a de ce qu'il a laissé. Nimsa, il se trouve que Cohen, mafsid. Donc, le Cohen, il se trouve que le Cohen, il a perdu quelque chose. Il a perdu 200 grammes. Eh bien, Patoura Levi mitou Magdola. Malgré ça, le Lévi, il est exempté de donner la Tou Magdola que l'Israël aurait dû donner chez Maaser, qui se trouve dans ce Maaser-là. Dans ces 10%-là, il y avait une partie qui devait aller au Cohen et qui n'est pas partie au Cohen. C'est ces 200 grammes-là. Malgré ça, le Lévi n'a pas besoin de donner ces 200 grammes au Kohen. Parce qu'il est dit, il va la Torah, elle dit, vous allez prélever de lui la Touma de Dieu. Ou Piresh, la Torah, elle explique, c'est quoi la Touma de Dieu que vous, le Lévi, vous devez donner. Ou Maya Touma, c'est Maaser Mida Maaser. C'est le Maaser du Maaser que vous devez donner. Et non pas la Touma Gdola et la Touma Maaser, mais uniquement la Touma Maaser. Bien. Maintenant, le cas qui a été présenté, c'est uniquement dans un cas où le Lévi, il a pris de M. Israël, il a reçu de M. Israël des grains de blé qui étaient encore dans leur épi. Il n'a pas reçu des grains de blé qui étaient dans un tas. On a bien dit, c'est le Maaser Rishon, chez Gdimo Beshibolim. Les grains étaient encore dans les épis. Dans ce cas-là, on a dit que le Lévi n'a pas le devoir de rembourser au Kohen ce que le Israël ne lui a pas donné. Et là vient la question de Rav Papa. Abaye amar le Rav Papa, Abaye il a dit Abaye, Iachi, s'il est ainsi que la Torah dit que le Lévi, il ne doit pas prélever la Touma Gdola, parce qu'il y a un verset qui dit que vous, les Lévi, vous devez donner uniquement Maaser Mina Maaser, donc uniquement la Touma Maaser et pas la Touma Gdola. Dans ces cas-là, Afil ou Higdimo Bikrinami, dans ces cas-là, même si il faisait devancer le prélèvement du Maaser par rapport à celui de la Touma sur une récolte qui est déjà mise en tas, pas seulement lorsque le grain il est dans l'épi, même si ça a déjà été dans le tas, c'est déjà achevé, c'est déjà fini, là aussi on devrait dire que Monsieur Lévi n'a pas besoin de rembourser au Kohen les 200 grammes, et pourtant le cas qui a été présenté par Rabbi Shimon ben Lakish, c'est uniquement dans un cas où le Lévi il a pris les 10 kilos lorsqu'ils étaient dans les épis, non pas si ils étaient dans un tas qui était déjà tout prêt. Pourquoi faire cette différence-là? Rashi, Afilu Igdimo le Trouma Bikri. La question de Rav Papa et Abaye, et dans ces cas-là, même si le Lévi il a pris les 10 kilos avant que la Touma ait été donnée au Kohen, et que le Lévi a reçu donc le Maaser Rishon, Bikri, lorsque c'était déjà un tas, c'est-à-dire Mishinit Mareach, ça a déjà été lissé, ça y est, c'était fini, maintenant le travail a été achevé. Dans ces cas-là aussi, Niftar Lévi, le Lévi serait exempté de donner les 200 grammes Mehaïka
de ce verset-là. Pourquoi Rabbi Shimon ben Lakish dit que c'est uniquement si le Lévi a pris les 10 kilos lorsqu'il était dans les épis? Alors, Amarle, Abaye lui a répondu, Alecha Maka. Littéralement, sur toi, le verset, il a dit, mais c'est-à-dire, en réponse à ta question, le verset, il a dit, comme Rashi nous dit, Alecha Maka, que pour pas que tu dises ainsi que si le Lévi a pris les grains de blé lorsqu'ils sont dans un tas, ils sont déjà lissés, que tu vas dire, tiens, le Lévi n'a pas besoin de rembourser au Kohen. Pour pas que tu dises ça, le verset, il dit, Mikol matnotechem, de tous vos parts de dons, tarim ou kol tumat Hashem, vous les Lévites, de tout ce que vous allez recevoir, donc de vos dons, vous allez prélever la tumat Hashem, ce que vous devez donner au Lévi, au Kohen. Rashi, Mikol matnot maïchim asotechem, ça, donc dans le verset c'est matnotechem à corriger, tarim ou kol tumat Hashem, vous allez prélever toute la touma de Dieu. Ou bilvim ktiv, ça parle des Lévim. Ou les hachim ktiv kol, c'est pour ça qu'il y a kol, donc de tout. Les cadeaux de toute la Touma de Dieu, les mêmes apportés de Cholza Touma Muteletbo, que tout côté de Touma, tout quelque chose qui est lié avec la Terouma qui se trouve dans ce que vous avez reçu, à Mutelbo qui est dans ça, dans le cas que vous avez reçu, Yitel, tu dois donner au Kohen. Donc en autre mot, nous avons deux versets. Un verset dans lequel on nous dit que le Lévi doit donner seulement le Maaser du Maaser, donc seulement la Touma de Maaser. Un autre verset qui nous dit que tout ce qui t'a reçu, monsieur Lévi, si dans ce que tu as reçu, il y a une partie qui appartient au Kohen, tu dois le donner. Donc, il faut donner la Touma Gdola. Alors, comme on a expliqué qu'en ce qui concerne le Lévi qui a pris 10 kilos qui était de blé qui était dans les épis, là, dans ce cas-là, le Lévi n'a pas besoin de donner la Touma Gdola au Kohen. Par contre, s'il a reçu de la Touma qui était dans un tas, c'est-à-dire qu'il a reçu 10 kilos de grains de blé qui étaient déjà donc dans un tas, et dans ces 10 kilos, donc il y a de la Touma qui appartient au Kohen, il y a ces 200 grammes qu'il doit donner au Kohen. Là, il doit les donner au Kohen. Pourquoi? Parce qu'il y a le verset, il dit, Mikol matotechem tarimot, kol Touma Hashem, kol tzad Touma sheyashbo, toutes sortes de Touma qu'il peut y avoir. Mais la Gemara demande, ou Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? C'est pourquoi tu as décidé que ce verset-là s'applique dans tel cas et l'autre verset s'applique dans tel cas. C'est-à-dire, on est d'accord qu'il y a deux versets, c'est clair ça. Un verset te dit que toi, monsieur Lévi, tu dois donner seulement la Troumat Maaser et pas la Troumat Gdola. On est d'accord qu'il y a un autre verset qui dit à monsieur Lévi, tu dois donner toutes sortes de Troumat qu'il peut y avoir. Mais pourquoi tu as décidé de dire que le verset qui dit que le Lévi doit donner seulement la Troumat Maaser et pas la Troumat Gdola s'applique dans un cas où le Lévi a reçu 10 kilos de grains de blé qui est dans les épis et quand est-ce qu'il doit donner, quoi qu'il arrive, tout côté de Touma qu'il y a, c'est lorsqu'il a reçu des grains de blé. Sur le texte de Rashi, la question, Maraïta de Haïkol de Marbe, pourquoi tu as décidé que le verset qui dit Kol, que toutes sortes de Touma, donc de Marbe, ce verset-là vient inclure, vient rajouter la Touma que le Lévi doit donner. Pourquoi Shaditle Aïkdimo Bikri, tu l'as fait poser littéralement, tu l'as mis pour le cas dans lequel où le Lévi a devancé le Kohen a pris donc la masse Rishon avant que le Kohen a pris sa tourba, quand c'était Bikri, quand c'était un tas qui était déjà lissé. Dans ce cas-là, tu dis, Kol, monsieur Lévi, tu dois rembourser au Kohen les 200 grammes. Ve'idar, aïdim obeshivolim. Et l'autre verset qui nous dit bien clairement que le Lévi doit donner seulement le Maaser, Minamaser, Tumat Maaser, et non pas Tumat de là, tu dis que ce verset-là, il parle Beshibolim, il parle dans un cas où le Lévi a reçu les 10 kilos lorsqu'ils étaient en épi. Et Maïpra, disons le contraire, disons que quand il a reçu l'épi de blé, dans ces cas-là, il doit donner la Touma Gdola au Kohen. Et quand il a reçu des grains de blé, donc c'était déjà lissé, c'était déjà fini, il n'a pas besoin de donner au Kohen la Touma. Qui te dit de raisonner comme on a raisonné? Alors, la Gemara répond simplement, Hay idgan, ve lo idgan. La récolte qui a été mise en tas est devenue céréales achevées, donc c'était des céréales. Donc là s'applique Réchit de Ganchak. La Torah dit, le début de ton Dagan. C'est quoi du Dagan? C'est des céréales qui ont été achevées, c'est-à-dire que le travail a été fini. Alors là, c'est déjà appliqué le devoir de donner au Kohen. C'est-à-dire qu'au moment où la personne, elle a fait un tas, à ce moment-là, le Kohen, le Israël, a le devoir de donner au Kohen et au Lévi ce qu'il y a à l'intérieur. Avant ça, il n'avait pas encore le devoir. Donc c'est logique de dire que lorsqu'il a fait un tas de Dagan, un tas de céréales qui est fini, à ce moment-là, il a le devoir de donner ce qu'il doit donner au Kohen, même s'il a devancé, il a donné au Lévi. Mais dans ce que le Lévi a reçu, il y avait déjà une partie qui devait être au Kohen, parce que quand il a fini ses 100 kilos, c'était un tas, Idgan.
c'est devenu du dagan, les céréales qui sont achevées. Dans ce tas-là, nous avons une partie qui appartient au Cohen et une partie qui appartient au Lévi. Alors quand M. Lévi, il a reçu 10 kilos, mais dans les 10 kilos qu'il a reçus, il y a une partie qui appartenait déjà au Cohen, qui devait M. Israël donner au Cohen. Alors on dit à M. Lévi, sache, Mikol Matoter Tarimut, Kol Troumat Hashem. Tout côté de Trouma qu'il y a dans ce que tu as reçu, tu dois le donner au Cohen, donc tu dois rendre les 200 grammes. Sur le texte de Rashi, Ha Idgan Higdimo Bikri, si le Lévi a devancé le Cohen, ou bien le Israël a donné la masse Rishon avant ce qu'il devait donner au Cohen, donc le principe c'est le même. Kvarnasa Dagan, si c'était un tas, Kri, c'était déjà un tas, donc le grain était déjà lissé, à ce moment-là c'est déjà devenu du Dagan. Le Dagan, encore une fois, donc des céréales, que leur travail a été achevé. Ou Misheba, Lichlal la Dagan, et quand c'est arrivé donc à ce stade-là, Chala Alav Chovat Cohen, c'est assujetti au devoir donc de donner une partie au Kohen à la Touma Gdola. Dictive, car il est écrit Réchit de Gancha, le début de ta récolte achevée, tu vas donner au Kohen. Donc dès qu'il a fini le tas, il y avait une partie dans ce tas-là qui appartient au Kohen. Hilkar, c'est pour cela, Mistabra, c'est logique de dire, des Haïkra, que ce verset qui dit, donc, Kol Touma Tachem, que tout côté de Touma, que toi, monsieur Lévi, t'as reçu, il y a une Touma qui appartient au Kohen, tu dois le donner au Kohen. Donc ce verset-là dit Sruta de Kohen. Donc il est méritant pour le Kohen, il fait gagner le Kohen. Ce serait logique de dire, c'est dans quel cas qu'on fait gagner le Kohen, qu'on dit que le Kohen, il doit recevoir la Touma Gdola qui est partie chez le Lévi. À qui tu vas mettre ce verset-là sur le cri, sur les grains qui sont en tas, qui a déjà le cri où ils sont assujettis à donner une partie au Kohen. Par contre, si tu vas me dire, c'est dans l'autre cas, le Lévi a reçu 10 kilos d'épis de blé. Mais quand il a reçu 10 kilos d'épis de blé, là-bas, c'était pas encore assujetti à donner quelque chose au Kohen. Donc on peut dire que ça va rester chez le Kohen. Et le Lévi devra donner seulement, ça restera chez le Lévi. Et le Lévi devra donner au Kohen uniquement la Troumat Maaser et non pas la Trouma Gdola. Bien, maintenant, la Gemara discute certains rapports entre les lois du Maaser et les lois de Shabbat. On sait que du Shabbat, il y a 39 travaux qui sont interdits. Parmi les travaux qui sont interdits, il y a la Mlechet Dash, l'interdiction de battre du grain, donc de fouler le grain, c'est interdit pendant Shabbat. Maintenant, quand chaque mlacha, il y a le Av mlacha, il y a le principe général, mais il y a aussi des toladot, donc des dérivés du travail qui est interdit. Nous avons aussi donc l'interdiction de mefarek, donc littéralement qui veut dire décharger, qui est une forme dérivée, donc c'est une tolda de la mlacha de dash, de battre. Lorsque quelqu'un, il est mefarek, il fait sortir quelque chose qui sont d'un endroit à un autre, c'est la même idée que battre le grain. Il y a un grain qui est dans la balle, tu as sorti le grain de la balle. Je donne un exemple, donc il n'est pas lié avec la Gemara d'aujourd'hui, mais c'est dans l'esprit de Mefarek. Donc on n'aurait pas le droit de traire une vache pendant Shabbat, parce que tu es Mefarek, tu fais sortir donc, ce qui est dans la vache, tu fais à l'extérieur, comme tu fais sortir du grain de la balle. Maintenant, Tznan Hatam, on a appris là-bas dans une Mishnah, Amekalef Seorim, celui qui pèle des grains d'orge, dans l'intention de les manger crus. Alors, est-ce qu'il a le devoir de prélever le maaser? Est-ce qu'il y a déjà le gmar mlacha ici? Est-ce qu'on considère que c'est le stade final du travail ou pas? Parce qu'il n'y a pas eu de tas qui s'est fait de ces grains-là. Les grains sont arrivés chez lui, lui, il les prend comme ça au fur et à mesure pour les manger. Alors, mais kalef achat achat ve'ochel, il peut peler un grain, après encore un grain, etc., et en manger sans en prélever le maaser. Comme Rashi nous dit, mais kalef seorim, donc celui qui est en train de peler des grains de blé, les ochlan kloufim chaim pour les manger, une fois qu'il va enlever donc l'écorce, la balle, chaim, il va le manger cru. Ve'ochel, il a le droit de le manger. Donc quel sens il a le droit de le manger? Bien sûr qu'il a le droit de manger, c'est pas partie des choses qui ne sont pas cachères, dans le sens qu'il a le droit, ou pas tourmina maaser, il est exempté de prélever le maaser. Pourquoi? Car une telle manière de manger, c'est une manière provisoire de manger, c'est une manière de grignoter. Donc on parle d'un cas qui n'ont pas été lissés. Donc il n'y a pas encore eu le gmar mlacha, il n'y a pas eu le stade final du travail qu'on a foulé, donc battu, vanné, et après en faire un tas, lisser le tas. C'est pas encore le cas. Donc lui il a pris comme ça ses grains. Lui, donc il les pèle de leur épi, il les mange comme ça au fur et à mesure un par un. Eh bien c'est manger provisoirement, ce qui est permis tant qu'on n'est pas encore arrivé au gmar mlacha. Maintenant, Vim Kilef, Venatan le Torchiadom, s'il a pelé plusieurs grains d'orge et les a ensuite placés dans sa main, là il est chayav, il est obligé de prélever le maaser avant de les manger, comme Rashi nous dit chayav le maaser, il a le devoir de prélever le maaser. Pourquoi? Des have et les keva, parce que ici, ça c'est un repas fixe, donc ça s'appelle plus grignoter ici, vu qu'il a
comme ça, plusieurs grains qui sont dans sa main. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au Gmar Mlacha de lycée, mais le fait donc qu'il en a beaucoup maintenant, c'est quand même interdit parce qu'on n'a pas le droit de manger à Chilat Kava de manière fixe, même si on n'a pas encore fait le Gmar Mlacha. Tout ce qui est permis, c'est uniquement de manger, donc petit à petit, si tu n'es pas encore arrivé à Gmar Mlacha, donc non de grignoter, mais si tu n'es pas arrivé à Gmar Mlacha, à la fin du travail, quand même, c'est interdit de s'en faire un repas. Et là, c'est considéré s'en faire un repas. Maintenant, Amar Rabbi Lazar. Ça, c'est une Mishnah dans le traité de Maasot. Donc, il parle de Maaser. Rabbi Lazar, il rajoute, il dit V'chen le Shabbat. Il en est de même concernant le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire V'chen le Shabbat. En ce qui concerne les travaux de Shabbat, on a dit qu'il y a la mlacha de dash, le travail donc de battre un grain de blé. Et il y a le travail donc de mefarek, donc de sortir, quand la personne va prendre à la main, elle ne va pas battre comme on fait, donc normalement prendre des vaches, des animaux qui vont marcher, ils vont passer comme ça sur un tas de grains de blé et séparer la balle du grain. Mais ici, donc, il les prend comme ça à la main, il fait sortir donc le grain de blé de l'intérieur de la balle, et bien il est mefarek. Donc, Rashi, achat, s'il en prend une par une, on dit love mefarek. Il n'est pas ici, on ne considère pas qu'il est en train de décharger, donc de faire sortir de mefarek, tolda dedash, qui nous tient dérivé du travail de battre. Pourquoi? Dès qu'il est achayadou. C'est vrai que concrètement, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de décharger une graine de la balle, mais vu qu'il fait qu'il est achayad, il fait de manière littéralement derrière sa main, c'est pour dire des choses qui sont de manière inhabituelle. Donc, c'est de manière inhabituelle de sortir le grain d'une telle manière. Alors, donc, c'est pour ça, donc, c'est pas, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit pendant Shabbat. Aval mishikim tsan beyado. Mais s'il en prend plusieurs comme ça et il les met dans sa main comme ça, il en fait un tas dans sa main, eh bien, dans ces cas-là, havia tolda disha, donc on considère oui que c'est un dérivé donc de battre le grain de blé, vechayav. Et là, il est chayav, il a transgressé les lois de Shabbat. Donc on voit la même idée qu'il y avait dans le Maaser, on la retrouve dans Shabbat. Ce qui est exempté de Maaser, c'est permis pendant Shabbat. Ce qui est chayav, c'est assujetti au Maaser, c'est interdit pendant Shabbat. Donc quand tu prends une graine par graine, ça c'est permis, tu n'as pas besoin de préparer le Maaser, c'est permis pendant Shabbat de le faire aussi. Si tu prends plusieurs graines, tu les mets dans ta main, bien ça c'est, tu t'es chayav le Maaser, c'est assujetti au Maaser. Donc c'est aussi, on voit que c'est aussi interdit. Pendant Shabbat, c'est considéré dash, un dérivé de dash, donc de me faire ce qui décharge, donc qui est interdit. Maintenant, la Gemara demande, ah bon, vraiment? Tu dis vraiment cet enseignement de Rabbi Lazar, là, qu'on n'a pas le droit donc, de prendre plusieurs grains les sortir donc, de leur balle, et en faire un tas et les manger pendant Shabbat? Pourtant, on va à Rav, mais Kalfale de Veitu Kaseka, c'est ça. La femme de Rav a l'habitude de peler des coupes pleines de grains d'orge pour lui pendant Shabbat, comme Rachel dit Kaseka, c'est Malekos, donc en faire plein de verres. De même, Rabbi Chia, mais Kalfale de Veitu Kaseka, c'est sa femme aussi, donc elle lui pelait des coupes pleines de grains d'orge pour lui pendant Shabbat. S'il faisait, donc sûrement c'était permis, comme Rabbi Lazar dit que c'est interdit. Alors la Gemara, elle dit en effet, c'est une bonne question, on est sûr que Rav et Rabbi Chia se comportaient bien, donc c'est permis pendant Shabbat de prendre même un tas, donc de faire comme ça à la main, de peler ces orges-là et d'en faire même un tas entier. Et donc Rabbi Lazar n'a pas dit son enseignement sur ce qu'on vient de dire, mais sur autre chose. Elle a itmar. Si Rabbi Lazar a dit ces paroles, à Seifa itmar, il les a plutôt dit au sujet de la fin de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de cette Mishnah? Elle nous dit que Amolel melilot shel chitim, celui qui frotte des épis de blé et se retrouve donc avec un mélange de grains et de balles. Il les a frottés, mais il reste encore un mélange. Donc on passe une Mishnah qui parle de maaser. Menaper al yad. Il peut vanner d'une main à l'autre main. Il y a plusieurs versions ici. Est-ce que c'est menaper? Est-ce qu'il trie, il souffle, donc ou bien sur ce menaper, al yad aussi, miyad le yad. En tous les cas, donc on va traduire menaper dans le sens ici de vanner, pas menaper dans le sens de souffler, mais plutôt dans le sens de vanner. Donc comme si qu'il était menaper, donc comme ça qu'il prend, il fait sauter les grains qu'il a dans la main avec la balle qu'il y a autour. Il les fait sauter comme ça de manière que la balle va partir et le grain va rester. Ve'ochel, et il mange. Donc il y a écrit donc al-yad, on va traduire donc aussi al-yad. Donc il fait passer comme ça, il y a une main qui est en train de travailler, qui fait passer à l'autre. Donc il y a une seule main comme ça qui est en train de travailler sans arrêt, et elle fait passer donc d'une main sur l'autre main. Donc il y a les grains et la balle qui est ici,
et il fait sauter comme ça dans l'autre main, et comme ça le grain il atterrit dans l'autre main, et la balle qui est légère, donc est tombée sur le chemin. Voyons Rashi, ve'ochel blo maaser, donc il peut manger sans prélever le maaser s'il fait d'une telle manière. Maintenant, vim ni par venatan lechol tochek aussi, il a vanné, expulsé la balle et l'a placé des grains dans son giron. C'est-à-dire que, comme ça, dans son vêtement, il a commencé à en mettre plusieurs. C'est pas comme on a vu avant ici, donc un par un. Ici, donc, c'est qu'il y en a plusieurs. Ah, s'il y en a plusieurs, là, chayav, là, il a le devoir de prélever le maaser sur les grains avant d'en manger. Donc ça, c'est la suite de la Mishnah qu'on a vue avant. Donc ici, contrairement à ce qu'on voyait avant, donc on parlait de celui qui était Mekalef, donc comme ça, il est en train juste d'enlever comme ça le grain. Ici, donc, il est en train de vanner après avoir fait un molem belilot, qu'il les a frottés, il est en train de les vanner. Et sur ça, Rabbi Elazar a dit, Vechen le Shabbat, et de même concernant le Shabbat, c'est-à-dire que le jour du Shabbat, quelqu'un il peut vanner, expulser la balle et manger immédiatement des grains, mais c'est interdit d'en recueillir plusieurs grains dans son giron, d'en garder plusieurs. Donc comme ça, on s'est arrangé. En effet, ce que la femme de Rav Rabbi Chia faisait, ça nous montre que c'était permis, en effet, de prendre plusieurs grains comme ça, de les sortir de la balle et d'en faire des verres et de les manger pendant Shabbat. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, de vanner pendant Shabbat, ça, c'est un problème si la personne en fait donc en grande quantité. D'après certains, l'explication, elle est parce que la personne, elle en garde pour le prochain repas. On a l'impression qu'ils sont en train de faire un travail. En tous les cas, c'est interdit. Maintenant, sur ça, on a une question de Rabbi Abba Bar Mamal, qui n'est pas d'accord de dire qu'on a trouvé une solution, comme si il y a une différence entre la Reisha de la Mishnah, le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Comment ça? Matkif la Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal a demandé, dit, mais un instant, Vereisha, le premier enseignant de la Mishnah, sur lequel donc il nous dit qu'on ne peut pas appeler des grains d'orge et les manger sans prélever le maaser. Le maaser in le Shabbat lo, est-ce que c'est possible que pour le maaser, c'est comme ça, donc c'est interdit, et pour Shabbat, ce ne serait pas interdit? D'après Rabbi Abba Bar Mamal, c'est la même chose. Tout ce qui est chayav et maaser qui est assujetti au maaser, c'est interdit aussi de faire pendant Shabbat. Comme il demande midi, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un procédé quelconque de l'Inyan Shabbat lo avec Marmalacha? Qu'au regard du Shabbat, c'est pas considéré comme la fin du travail, comme la fin de l'ouvrage, ou le maaser avec Marmalacha. Et pour le maaser, c'est considéré comme la fin de l'ouvrage, parce qu'on est en train de nous dire ici que, en ce qui concerne le maaser, si tu as pris plusieurs graines de blé et tu les as mis comme ça ensemble, là, tu dois prélever le maaser. Si tu dois prélever le maaser, c'est-à-dire c'est Gmar Mlacha, c'est la fin de l'ouvrage. Alors il dit, si c'est la fin de l'ouvrage pour le maaser, alors pour Shabbat aussi, c'est considéré un travail. Donc il n'y a pas le droit de faire ce que la femme de Rav ou la femme de Rav Yichia faisait, de prendre plusieurs graines et d'en faire des verres comme ça pendant Shabbat. Ça serait interdit. Alors la Gemara dit non, pas du tout. Ça que tu es en train de dire, Rabbi Abba Bar Mamal, tu es en train de faire un parallèle, tu dis que tout ce qui est Gmar Mlacha, qui est considéré la fin d'un ouvrage pour le Maaser, c'est la même chose aussi pour Shabbat. C'est pas juste, lui dit Rav Sheshet. Mat kifla Rav Sheshet bered Ravidi. Rav Sheshet, fils de Ravidi, dit Vélo. Ah bon, non, tu me dis que c'est pas comme ça. Toi, Rabbi Abba, tu me dis que si c'est interdit pendant Shabbat, donc c'est pas dans le sens d'autre sens, que si c'est assujetti au Maaser, alors c'est interdit pendant Shabbat. Non, c'est pas obligé, regarde. Le maaser. Pourtant, le goren pour le maaser. Quand on dit ici le goren du maaser, le goren, c'est en général donc l'air de battage, mais ici, c'est pas du tout l'idée de l'air de battage, c'est l'idée de la fin du procédé donc, qui fait qu'on est chayav, on doit s'assujettir au maaser. Rashi nous dit, gorno shel maaser. C'est-à-dire, Rav Sheshet est en train de dire à Rabbi Abba, il y a plein de travaux que les sages ont dit, Shem kovod goren le maaser, qui fixent l'air de battage, donc qui fixent la fin de l'ouvrage du travail du céréal pour qu'à partir de ce moment-là, on doit prélever le maaser. Les osro ba'achila tarai, que dorénavant, donc on ne peut plus le manger, même pas de manière provisoire, parce que c'est considéré c'est arrivé donc à l'état final, donc le dernier travail qu'il devait faire, la fin de l'ouvrage. Et pourtant, c'est des choses-là qui font que les céréales sont assujetties au maaser, mais pour Shabbat, c'est permis. Comment ça? Il lui ramène une preuve. Rav Sheshet dit à Rabbi Abba, regarde, Ditnan, on a enseigné dans une Mishnah, encore une fois c'est une Mishnah dans Maasot, qui dit, Ezeu gornan le maaser. Quels sont leurs goren pour le maaser? C'est-à-dire, quel est le dernier stade de la production pour ces fruits, on va avoir des légumes,
après quoi on ne peut même pas en grignoter sans prélever le maaser. C'est quoi le stade final? Rashi Ezo Gorna le maaser, le El Mina juste avant ça, Ayrebe Perot, on parle donc des fruits. Vekamar, sur ça la Mishnah dit, et Matay Gmar Mlatan, quand est-ce c'est la fin du procédé qu'on fait avec ces grains-là, les Kaba be maaser, pour le maaser qu'on est fixe, pour qu'on va devoir prélever le maaser. Et la Mishnah dit, en ce qui concerne Hakishui, en ce qui concerne les courgettes, Veadlouin, les citouilles, Miché et Faxou, quand leurs fleurs tombent, donc ça sèche et ça tombe. Rashi, Miché et Faxou, Miché Nital Pikas Shelaim, lorsque a été enlevé leurs fleurs, Vokimin Per Arberochos, comme une sorte de fleur qu'il y a au bout, au sommet de la courgette ou de la citrouille, qui Moshe Beta Purim, comme il y a sur les pommes, Venofel Me Elav, ça tombe tout seul, Shemit Kabesh, lorsque cette fleur-là sèche, donc elle tombe automatiquement. Donc si ça a séché bien, à ce moment-là, ça y est, maintenant il faut prélever le maaser. Chez l'Opixu, dans un cas où les fleurs ne sont pas encore tombées, eh bien, Mishia Midarema, leur production s'achève quand on en a fait un tas. Utsnan Nami, on a aussi enseigné là-bas dans le maaser, Gabe Betsalim, à propos des oignons, que quand est-ce qu'on considère que leur production est achevée, Mishia Midarema, lorsqu'ils vont en faire un tas. Rashi, mais chez l'autre Picsou, ici, les fleurs ne sont pas tombées. Mais chez Yamidarem, alors c'est en faire un tas. Kalama, c'est-à-dire, chez le Picsou et Midarem, si avant que la fleur est tombée, il en a fait un tas. Men de Kemin, qui comme une sorte donc de tas qu'on fait pour les céréales, eh bien, il a fait comme ça un tas donc de ces courgettes ou bien de ces citrouilles ou ces oignons. Eh bien, Hugbo, ils ont été fixés. Ça y est, maintenant le travail est achevé. Et il faut prélever le maaser. Alma. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que que le fait d'amonceler un tas, de faire un tas de ces oignons, le maaser, c'est considéré la fin de l'ouvrage pour prélever le maaser. Pourtant, ou les inyan Shabbat, en ce qui concerne Shabbat, Miché Evi Betzalel le Beito. Du moment où quelqu'un il a pris déjà les oignons qui étaient dans le champ, ils sont déjà chez lui à la maison. Le fait de faire un tas d'oignons, c'est pas considéré un travail. Comme il conclut donc sa question Rav Sheshet Arabia, il lui dit Vilu Gabe Shabbat. Et en ce qui concerne Shabbat, Ahmad Tarema, si quelqu'un il a moncé un tas, il a pris tous ses oignons, il en a fait un tas, eh bien pas tout. Il est exempté, il n'est pas chayav d'avoir transgressé le Shabbat. Donc on voit qu'en effet, il y a des choses qui déterminent la fin de la production au regard de l'obligation de Maaser, et c'est différents critères qui vont déterminer l'exécution d'une mlacha pendant Shabbat. Donc Rav Sheshet, il conclut sa question à Rabbi Abba. Elle a maït l'achtamemar. Alors qu'est-ce que tu peux dire pour expliquer la différence entre les principes de l'obligation du maaser et ce qui régissent les mlachot des travaux de Shabbat? La raison, elle est que, en ce qui concerne Shabbat, la Torah a interdit uniquement un ouvrage qui est réfléchi, c'est-à-dire une activité professionnelle. Rashi, la maït l'achtamemar. Qu'est-ce que tu as à dire? Falgav del maaser. Tu vois bien qu'il y a des choses que bien que pour le maaser, aviamlach, c'est considéré un travail, là on a achevé le travail du maaser, du produit agricole dont on doit prélever le maaser. Mais le Shabbat, en ce qui concerne Shabbat, le Bach il rajoute ici quelques mots, lo avemlach, c'est pas considéré un travail. Pourquoi? Dimlechet marchavet, parce qu'uniquement un travail, un ouvrage réfléchi, shimlechet ou manut, donc qui est un travail de professionnel, à sa Torah, la Torah l'interdit. D'où on apprend ça? Rachid nous dit, parce que la Torah a juxtaposé le passage qui parle du Shabbat avec le travail du Mishkan dans Vayakel, dans la paracha de Vayakel. Vehata, mais là-bas dans la paracha de Vayakel, quand on parle du Mishkan, on parle donc d'un travail d'ouvrage réfléchi, d'activité professionnelle qui a été fait donc pour faire le Mishkan. Donc de la même manière aussi pour Shabbat, qui est juste apposé au travail du Mishkan, du sanctuaire. Ça doit être fait donc avec Marchevet, donc avec un ouvrage qui est réfléchi. Donc Rav Sheshet dit à Rabbi Abba, tu es obligé de dire que c'est ça la différence. Donc ce n'est pas les mêmes critères qui font que c'est considéré un travail pour le Maaser ou pour Shabbat. Donc Achanami, ici aussi, et c'est vrai que peler des grains d'orge, c'est considéré comme la fin de la production pour l'obligation du Maaser, mais en ce qui concerne Shabbat, ça sera permis, comme les femmes de Rav et Ravichia le faisaient. Pourquoi? Parce que Mlechet Marchev est à sa Torah, parce que la Torah, elle interdit uniquement un ouvrage réfléchi, et donc si Rabbi Elazar, il a dit que V'chen le Shabbat, c'est uniquement sur la fin de la Mishnah, et non pas sur le début de la Mishnah. En ce qui concerne ce qu'on avait dit avant dans 12b, qu'on a le droit de frotter des épis de blé pendant Yom Tov, c'était l'enseignement de Rava. La Gemara demande ici, Kitzad Molel, comment il doit frotter? C'est quoi la question? Rashi nous dit, Kitzad Molel be Yom Tov. Comment il va faire ça pendant Yom Tov? Damar Leel, qu'on a dit avant, donc Daf Yudbet Amoudbet, Rava il avait dit que Molin Melilot, qu'on a le droit donc de frotter des grains. Donc,
On a compris qu'on a le droit, mais on est sûr que c'est sûr qu'il faut faire ça avec un changement, mais on ne doit pas le faire comme l'ouvrage profane, comme on fait en semaine. Alors la question est comment on fait cette différence. Alors voyons trois opinions. Abaye Mishme de Rav Yosef Amar. Abaye au nom de Rav Yosef, il dit Chada Achada. On peut frotter les épis d'un doigt contre un autre doigt, c'est-à-dire entre le pouce et l'index. Comme ça, on frotte. Rashi, Chada Chada ben Gouda le Etzba, entre le pouce et l'index. Puis Rav Avia, Mishme de Rav Yosef Amar. Rav Avia au nom de Rav Yosef, il dit Chada Atat. On peut frotter un épi d'un doigt contre deux doigts. Rashi Chada Atat ben Goudal, entre le pouce, Tishtetz Botav, à l'index et le majeur. Rava Amar, Rava il dit, Kevan de Meshane, du moment où il change la façon habituelle de procéder en frottant les épis dans une seule main, Filochada Kulonami même, s'il frottait un doigt contre tous les autres doigts, c'est aussi permis. Après, on avait vu qu'il menapeach. Il peut souffler, il peut vanner. Donc c'est pour séparer la balle des grains. Ketzad menapeach. Donc comment il va vanner pour séparer la balle des grains. Alors, Amaravad Ava Amarav. Ravad Amarav, il a dit nom de Rav. Quand il fait ça, donc on parle. Donc quelqu'un qui a déjà fait avant Shabbat, il a déjà séparé, mais il a juste besoin de vanner. Comment il va le faire maintenant pendant Shabbat? Menapeach. Il va le vanner comment? Mikish etzvot avulmala, en tenant le mélange depuis l'articulation de ses doigts et plus haut, donc au bout de ses doigts, mais pas sur la paume de la main, comme Rashi nous dit en Daf Yudal et Amud Aleph en haut à droite, Mikish etzvot av, donc au bout des doigts et plus haut, velo bekapo, non pas avec la paume de la main. Maintenant, sur cet enseignement, il riait de ça au Marva, donc à l'ouest, on Eretz Israël, cet enseignement, parce qu'il disait Kevan de Meshane, puisque quelqu'un il change par rapport à la façon habituelle de séparer la balle du grain, en général, donc il fait passer d'une main à l'autre, eh bien maintenant, il pourrait faire utiliser même toute sa main, y compris la paume de la main, et pour garder ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on dit donc tu fais passer de la paume avec une seule main, on l'avait dit al-yad, si on regardait donc la version qui dit qu'il fait passer donc d'une main à l'autre, eh bien il faut dire que en effet il y a une main qui bouge pas, il y a seulement une main qui bouge, il fait sauter avec comme ça seulement une main pour faire tomber dans l'autre main. Donc il peut utiliser même une seule main. Et là, Rabbi Lazar a dit, mais il peut vanner d'une seule main, ou prol kocho, même de toutes ses forces. Encore une fois, quand on dit menaper, sinon menaper, on peut dire donc ça fait, c'est-à-dire donc faire passer dans l'autre main, ou bien on peut aussi expliquer que juste avec une main comme ça, il fait sauter donc les grains, que les grains retournent donc sur sa main et que la balle va passer sur le côté. Conclure avec une halakha. Pendant Shabbat, c'est interdit de faire les 39 travaux que la Torah elle dit. D'autres travaux sont permis. D'où on apprend les travaux? On apprend ceux du Mishkan. Uniquement les travaux qu'il y avait dans le Mishkan pour construire le sanctuaire, c'est ces travaux-là qui sont interdits pendant Shabbat. Les autres travaux ne sont pas interdits. Quelle est la raison dans le sens profond des choses, un mot de Chassidut? Eh bien, le but de la création du monde, c'est pour amener Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment on commence à amener Dieu dans ce monde-là? La source, la tête de cette divinité qui rentre et qui vient dans le monde, c'est le Mishkan par le sanctuaire. Et ça, c'est tout notre travail pendant toute notre vie d'amener Akadosh Baruch Hu dans ce monde pour faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle qu'est-ce qui est considéré un travail? Il y a plein de choses qu'on fait, nous on considère un travail. Mais qu'est-ce que la Torah elle considère un travail? Un travail qui fait que Akadosh Baruch Hu va venir dans ce monde. Ça, c'est considéré un travail. Parce que le but de la création du monde, c'est pour amener Akadosh Baruch Hu dans le monde. De faire une demeure à Dieu ici-bas de manière que le monde entier va exprimer la divinité, comme on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.